Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, arrestation ce lundi à Madagascar de l'ancien président malgache Marc Ravaloman. Un retour qui crée déjà des tensions politiques dans le pays. En Centrafrique, l'élection présidentielle approche à grands pas. Pourtant, pour les anti-Balaka, partie prenante dans la crise centrafricaine, un scrutin ne peut avoir lieu tant que le processus de réconciliation n'a pas abouti. Et au Rwanda, la langue française perd du terrain au profit de la langue anglaise. Il y a près de 6 ans, les autorités du pays introduisaient en effet l'anglais à la place du français dans certains secteurs clés, comme la fonction publique ou encore l'éducation. Une concurrence de taille pour la langue de Molière. Le retour et la détention en résidence surveillée de l'ex-chef d'État malgache Marc Ravaloman suscite des réactions mitigées à travers la Grande Île. Les députés élus sous les couleurs de Marc Ravaloman ont en effet annoncé qu'ils quittaient la coalition pour constituer dès aujourd'hui leur propre groupe d'opposition. Ibra Khadindiaï. À Madagascar, l'alliance politique entre la majorité présidentielle et l'ancien chef de l'État, Marc Ravaloman, vole en éclats. L'ancien président de la République, Marc Ravaloman, de retour sur la Grande Île dans la nuit de dimanche à lundi après 5 ans d'exil en Afrique du Sud, a été aussitôt interpellé par les forces de l'ordre. Il est désormais en résidence surveillée dans le nord du pays, dans l'enceinte de la base aéronavale de Diego Suarez. L'ancien chef de l'État avait exprimé son sentiment de rentrer au pays et surtout sa volonté de contribuer à la consolidation de la paix et de l'économie avant son interpellation. Je suis retourné à la maison après 6 ans. Je suis si heureux d'être ici avec vous. Je voulais comparaître en personne et vous parler. Je parle ici de vous à travers ces journalistes parce que les mots sont très puissants et peuvent nous aider à résoudre beaucoup de choses. Je ne reviens pas pour causer des ennuis mais pour apporter la paix. Je tiens à souligner notre connaissance, l'expertise, mes connaissances et mon expérience pour apporter le développement dans le pays. Dans les rues d'Antananarivo, ce retour inattendu est diversement apprécié. Les Malgaches sont partagés entre prudence et méfiance. Si son retour ramène la paix et la sécurité, alors il est plus que bienvenu. Mais s'il cause des ennuis, alors il est mieux qu'il reste en Afrique du Sud. Ce qui me préoccupe est de savoir comment quelqu'un a réussi à entrer dans le pays sans être remarqué. Et si c'était des gens lourdement armés qui avaient réussi à entrer dans le pays, nous ne l'aurions jamais su. Ainsi, la sécurité du pays est faible. Nous devons tirer la sonnette d'alarme à nos dirigeants parce que les Malgaches vont traverser une période difficile. Certains analystes mettent en garde et considèrent que son retour risque de raviver les rivalités entre les deux camps et pourrait provoquer une instabilité à Madagascar. Il y a 2 camps. Il y a ceux qui sont furieux et qui sont inquiets et qui n'acceptent pas son retour. Mais d'un autre côté, il y a ceux qui sont heureux et qui ont attendu avec impatience son retour. Mais le gouvernement doit faire attention et être capable de gérer les 2 camps et éviter toute confrontation des 2 côtés. Le gouvernement devrait prendre en compte les points de vue des 2 parties et se concentrer sur la réconciliation nationale pour corriger les facteurs de division dans le pays qui peuvent venir en raison de la manipulation politique. Les 21 députés élus sous les couleurs de Marc Ravaloman ont annoncé qu'ils quittaient la coalition et constituent désormais leur propre groupe d'opposition. Un groupe qui sera dirigé par l'ancien chef de l'État, destitué en 2009, Marc Ravaloman, une fois libéré. Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a été reçu ce mercredi à l'Elysée par son homologue français François Hollande au cœur des discussions entre les 2 chefs d'État. La situation sécuritaire en Somalie, à l'heure où les forces nationales accompagnées de l'AMISOM, les forces africaines, multiplient toujours les efforts pour stabiliser les zones libérées et mettre en place un État fédéral. Écoutez à ce propos le président somalien. I met with President Hollande here in Nous avons parlé du soutien de la France pour la reprise économique de mon pays, son soutien diplomatique et son soutien à la réhabilitation des infrastructures, ainsi que son soutien au développement de la Somalie. Je suis heureux du niveau des discussions que nous avons eues et bien entendu ces discussions se poursuivront à l'avenir. Nous luttons contre Al-Shabaab aux côtés de l'AMISOM. C'est une lutte militaire mais pas uniquement, elle comporte les volets socio-économiques et religieux. Le gouvernement somalien met tout en œuvre pour lutter contre ce phénomène. Dans le reste de l'actualité, en Algérie, la situation reste toujours tendue à Gardaïa, où les affrontements ont repris entre les communautés arabes et berbères. Face à cette crise persistante, les policiers ont organisé un sit-in devant le siège de la sûreté de la ville. Ils réclament de meilleures conditions de travail, des augmentations de salaire et des permissions
plus régulières. Ils demandent également le départ du chef de la police. Le ministère de l'Intérieur a été dépêché sur place à la rencontre des manifestants, mais le mouvement s'est déjà propagé à Alger, la capitale. C'est la première fois en Algérie qu'une manifestation des forces de l'ordre prend une telle ampleur. À l'approche de l'échéance présidentielle de 2015, les troubles en cours en Centrafrique remettent en cause la tenue de ce scrutin alors que des nouvelles violences ont secoué Bangui, contraignant les autorités à fermer l'aéroport de la capitale. Édouard Patrice Nguessona, coordonnateur des Anti-Balaka, appelle à la poursuite du processus de réconciliation avant tout scrutin. Marina Vanier. Une présidentielle en février 2015 est-elle possible en Centrafrique? C'est du moins la question qui divise les observateurs de la classe politique du pays. Pour une large majorité, cette élection ne sera effective à cette date, eu égard des récents troubles que connaît la Centrafrique. Le 7 octobre 2014, des violences ont éclaté dans la capitale Bangui, faisant au moins 10 morts, de nombreux blessés et des milliers de déplacés. Selon Édouard Patrice Nguessona, coordonnateur d'un groupe anti-Balaka, une élection n'est possible qu'après la mise en place d'un gouvernement de consensus. Je pense bien 15 février ne sera pas respecté. Il faut d'abord recadrer la transition en se dotant d'un véritable gouvernement qui fasse consensus. Ensuite, réussir le dialogue national inclusif afin de créer les conditions d'un véritable apaisement et le calendrier de processus électoral doit être défini d'une manière consensuelle. La présidente centrafricaine de transition, Catherine Samba-Panza, a estimé que les dernières violences s'apparentent à une tentative de coup d'État institutionnel visant à installer une troisième transition. En juillet 2014, un accord de fin des hostilités avait été signé au Forum de Brazzaville entre les ex-Séléka, les anti-Balaka et 4 autres groupes armés. Néanmoins, les différents délégués ne sont pas parvenus à fixer le cadre du désarmement et la démobilisation des combattants. Aujourd'hui, il y a un manque de volonté quelque part pour permettre aux Centrafricains de se réconcilier. Par exemple, entre les anti-Balaka et les Séléka, il est urgent de relancer la machine de réconciliation nationale à travers la concertation et le dialogue entre tous les parties prenantes de l'accord de cessation d'hostilité signé à Brazzaville. La Centrafrique fêtera le 1er décembre son 56e anniversaire de proclamation d'indépendance. Une célébration sur fond d'insécurité et de tension. En visite à Rabat, au Maroc, le ministre mauritanien de l'Intérieur a convenu avec son homologue marocain d'intensifier les échanges et les expertises entre les deux ministères. Dans ce cadre-là, la coopération sécuritaire, notamment dans les domaines de la lutte contre le crime organisé transnational, le terrorisme, la migration clandestine ou encore le trafic de drogue, sera renforcée. Cette réunion entre les ministres de l'Intérieur des deux pays constitue un nouveau jalon dans les relations de coopération déjà fructueuses entre le Maroc et la Mauritanie. Au Rwanda, la langue française était utilisée comme langue principale dans presque tous les secteurs, surtout dans l'administration et dans l'enseignement. Mais depuis 2008, les autorités du pays ont remplacé le français par l'anglais. Et puis, le pays s'est affilié au Commonwealth l'année suivante. Une concurrence de taille pour la langue française qui perd peu à peu du terrain dans le pays. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. La langue de Molière est actuellement dans une situation peu confortable au Rwanda. En effet, le pays des 1000 collines a décidé d'expérimenter le bilinguisme depuis environ 6 ans. Il a ainsi introduit l'anglais à la place du français dans certains secteurs clés comme la fonction publique et l'éducation. Ici au lycée de Kigali, comme dans plusieurs autres établissements publics, on enseigne désormais le français comme un cours ordinaire. Mais certains acteurs du système éducatif s'adonnent de moins en moins à la pratique de cette langue. Nous sommes conscients que le français est une langue internationale, c'est pourquoi nous devons l'apprendre, mais j'aime plus l'anglais car comparativement au français, son apprentissage est aisé. Je préfère dispenser les cours en anglais car c'est facile pour moi, mais en français je n'ai jamais essayé. Les autorités rwandaises ont décidé de faire revenir intensivement les cours de français à partir de la classe de 4e primaire. Elles ambitionnent ainsi de garder de bonnes relations avec près de 900 millions d'utilisateurs de la langue française dans le monde. Il n'a pas cette peur que le français va disparaître. Il est toujours là. Et il est toujours un cours qu'on pose
même à l'examen national. Donc c'est un corps qui est très respecté, il est toujours là, le français. L'Organisation internationale de la francophonie compte à ce jour 77 pays membres et plus de 890 millions d'habitants répartis sur les 5 continents. 34 des 54 pays du continent africain sont des membres ou des observateurs de l'OIF. Le prochain sommet de la francophonie est prévu en décembre 2014 à Dakar au Sénégal. Un sommet crucial qui doit trouver un successeur à l'actuel secrétaire général Abdou Diouf. Dans le cadre de la 2e Biennale internationale de l'art contemporain à Casablanca, qui s'est déroulée au Maroc jusqu'au 12 octobre, en partenariat avec la société de transport, les organisateurs ont affiché le long des 32 km de voies ferrées les reproductions des œuvres exposées, une manière de rendre l'art plus accessible. Reportage de nos envoyés spéciaux à Casablanca, Hortense Assaga, Amadou Njoya, commentaire Marina Vanier. Un tramway nommé Art à Casablanca. Le tramway de Casablanca, qui permet de traverser la ville marocaine d'est en ouest, avait revêtu ses habits artistiques. Pour la 2e édition de la Biennale internationale de l'art contemporain, les visiteurs et les habitants ont pu admirer les affiches représentant des œuvres d'artistes présents lors de la manifestation. À travers une exposition de grands panneaux situés le long des 32 km de tramway, les passagers ont pu ainsi voyager dans l'art. Donc c'est une ligne qui a amené avec elle une cohésion sociale et une vraie mixité sociale. Donc ce sont 48 stations voyageurs qui proposent 274 affiches au public. C'est des affiches donc, qui sont accessibles gratuitement au public et c'est une vraie première à Casablanca d'avoir une exposition d'une telle grandeur et en plein air. À travers cette initiative conjointe de la Société des transports et des organisateurs de la Biennale, il ressort que tous les espaces urbains peuvent être artistiques. L'art est partout. Les œuvres ne sont plus uniquement cantonnées dans les seuls musées ou galeries, mais viennent à la rencontre des populations et aussi des artistes. Ces derniers ravis de pouvoir échanger et partager sur leur travail. Je trouve que c'est une très très belle initiative et que c'est génial parce qu'en général, les gens s'intéressent à l'art mais ils ne savent pas où aller pour trouver des œuvres d'art. Et là, on les a vraiment amené les œuvres chez eux en fait, parce que c'est dans la rue, les gens s'arrêtent. Dorénavant, les milliers de voyageurs qui empruntent chaque jour le tramway à Casablanca regarderont d'un autre œil les affiches et panneaux pour peut-être admirer une œuvre, s'interroger, s'émerveiller, être surpris ou simplement prendre une dose de culture quotidienne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.